On arrive au dernier cours de phonologie du semestre où on va aborder une notion qui est un peu plus complexe encore, qui sera d'ailleurs la notion la plus complexe que l'on aura vue de tout le semestre, qui est la notion de trait non matériel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pendant tout le semestre, on est plus ou moins régulièrement revenu sur cette notion de trait. Donc les traits, on les a vus l'année dernière en phonétique. Les traits des sons, c'est très simple. C'est voilà, qu'est-ce qu'on utilise comme articulateur, dans quelle position on le met, est-ce qu'on fait vibrer les cordes vocales, etc. Quels sont les aspects acoustiques que l'on peut observer lorsqu'il y a telle ou telle articulation qui est en jeu. Donc ça, ce sont les traits des sons. Et cette année, on a vu que certains traits sont pertinents sur le plan phonologique, c'est-à-dire qu'ils ont une fonction distinctive, et d'autres ne sont pas pertinents. Et donc ce sont les traits pertinents qui nous intéressent cette année en phonologie, les traits qui ont une fonction. Et on a vu qu'il était un petit peu difficile de les définir, ces traits. En phonologie, on essaye de faire abstraction du plus grand nombre de choses possibles et de garder uniquement ce qui est absolument nécessaire à la fonction linguistique. Or, comment définir un trait pertinent? Est-ce qu'on le définit sur une base articulatoire ou est-ce qu'on le définit sur une base acoustique? Même lorsqu'on parle de trait articulatoire ou de trait acoustique, par exemple, est-ce qu'on se fonde uniquement sur l'aperture pour distinguer les voyelles I et E, ou est-ce qu'on se fonde également sur l'altéérité, qui est donc la position de la racine de la langue par rapport à la paroi pharyngale, pour distinguer par exemple le E et le E. Voilà, donc on a un problème avec les traits pertinents, c'est qu'on est obligé, pour les définir, d'avoir recours à quelque chose qui est en dehors de la langue, qui est du domaine de la réalisation de la langue, mais qui n'est pas du domaine de la langue elle-même, car je rappelle, la langue, c'est un système de signes, mais pas une réalisation de ce système. C'est un réseau d'opposition, la langue. C'est principalement un réseau d'opposition, et la réalisation de la langue, c'est ce qu'on appelle la parole. Et ce n'est pas la langue, la parole. C'est quelque chose qui réalise la langue uniquement. Et donc tous nos traits, jusqu'à présent, quand on les appelle occlusives, fricatives, ou même qu'on les appelle bruit périodique, etc., tous ces traits sont fondés sur des notions qui sont en dehors de la langue, qui sont du domaine de la parole. Donc des notions qui sont extralinguistiques. Et la question, c'est est-ce que on peut définir des traits qui seraient exclusivement définis sur des notions linguistiques? Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui en parlant de ce qu'on pourrait appeler des traits non matériels, c'est-à-dire des traits qui forment la substance du phonème, c'est-à-dire ce qui est contenu dans le phonème, mais qui ne sont pas fondés sur de la matière acoustique ou articulatoire qui, elle, est spécifique à la parole. Bon. Alors, on va essayer de montrer que oui, il est possible de définir des traits non matériels, et pour cela, on va se fonder sur la notion d'archiphonème que l'on a vue la semaine dernière. Donc, l'objectif, c'est de montrer que la neutralisation et la notion d'archiphonème à laquelle elle aboutit, eh bien, c'est peut-être une notion qui permet de remplacer les traits matériels, c'est-à-dire occlusifs, fricatifs, etc., que l'on avait jusque-là. Donc on va former une hypothèse en première partie, puis ensuite on va passer à un exemple que je vais prendre du russe, où on va voir que, eh bien, il y a des tas de phénomènes de neutralisation des voyelles que l'on va discuter un petit peu en détail, et que cet ensemble de neutralisation permet effectivement d'aboutir à une représentation des traits de ces mêmes voyelles à partir d'archiphonèmes. Voilà. Donc c'est le plan du cours. C'est de montrer tout le long que l'hypothèse selon laquelle l'archiphonème peut être un trait phonologique, eh bien, ça semble assez cohérent. Donc, je pars d'une observation que j'ai déjà faite tout à l'heure, c'est que les traits que l'on connaît, tous les traits que vous connaissez, donc occlusif, fricatif, fermé, ouvert, nasal, etc., ce sont des traits qui sont définis à partir d'une information qui est extralinguistique, qu'elle soit articulatoire ou acoustique. C'est du domaine de la parole. La langue, c'est uniquement un système d'opposition. Il n'y a pas de
rien n'est mesurable dans la langue. Rien n'est mesurable. Ce ne sont pas des notions physiques qui définissent la langue, mais des notions sociologiques. Alors, comment maintenant arriver à contourner cette observation? Comment arriver à contourner ce problème? Puisque, je le rappelle, le problème est que si les traits sont définis sur la base d'informations extralinguistiques, quelle est l'information extralinguistique que l'on doit retenir pour définir ces traits? Donc c'est ça le problème. Il n'y a pas de solution. Donc la seule issue de sortie, c'est de dire que c'est de dire que finalement, les traits ne sont pas fondés sur des notions extralinguistiques, mais uniquement sur des notions linguistiques. Et donc, on peut peut-être définir les traits à partir des archiphonèmes. Pourquoi? Première chose, et c'est une chose importante qu'on a vue tout le long du semestre, en phonologie, seules les unités commutables sont pertinentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que seules les unités qui permettent une opposition sont pertinentes sur le plan phonologique. Puisque, je le rappelle, la langue est un système de signes qui se fonde uniquement sur un réseau d'opposition. C'est l'opposition, la relation fondamentale en linguistique. Et donc, seules les unités qui sont en opposition peuvent être pertinentes. Or, avec ce que l'on a vu la semaine dernière, on se retrouve avec des unités qui coexistent en phonologie et qui pourtant ne peuvent pas être en même temps pertinentes. Ce sont les notions de phonème et d'archiphonème. Pourquoi? Deux phonèmes sont nécessairement pertinents l'un par rapport à l'autre parce qu'ils peuvent commuter. Par exemple, si je prends chat et chou, le phonème A et le phonème OU sont tous les deux pertinents parce que je peux les commuter. J'ai une commutation, donc j'ai une opposition entre les deux. Les deux sont pertinents, aucun problème. Par contre, maintenant qu'on a introduit la notion d'archiphonème, eh bien, on se retrouve avec deux types d'unités qui ne sont pas égales, mais qui ne sont pas opposées. Alors, en quoi elles ne sont pas égales, premièrement? Eh bien, par exemple, parce que l'archiphonème contient plusieurs phonèmes. Donc, un archiphonème n'est pas égal à une de ses parties. Il est égal à l'ensemble de ses parties, ce qui n'est pas la même chose. Donc, puisque l'archiphonème contient plusieurs phonèmes, il ne peut pas être égal à l'un des phonèmes qu'il contient. Par contre, il n'est pas en opposition avec les phonèmes qu'il contient. Et c'est ça le principe de la neutralisation, c'est que il contient justement plusieurs phonèmes qui, dans un contexte donné, ne peuvent plus commuter. Et donc l'archiphonème ne peut pas commuter forcément avec l'un des phonèmes qu'il contient. Par exemple, il se trouve qu'en français, on a une opposition entre le « et le « est ». Par exemple, je prends, le mot épée, une épée, voilà, pour faire la guerre, et quelque chose d'épais, un oreiller épais. Bon, ce sont deux mots qui se distinguent uniquement par l'utilisation du « et » ou du « est ». Certains d'entre vous ne font peut-être pas cette distinction-là, c'est parce que vous avez un phonème de moins que les autres. Ça veut dire que dans votre système linguistique, il y a un phonème de moins. Pour vous, ce sont deux variantes d'un même phonème. Pour la plupart d'entre vous, toutefois, il y a bien cette opposition. Et en français standard, on admet généralement qu'il y a cette opposition. Bon, donc opposition entre « et » et « est », mais il se trouve que cette opposition, elle n'apparaît pas dans tous les contextes. Il y a un contexte dans lequel elle n'est plus pertinente, c'est en syllabes fermées. En syllabes fermées, par exemple dans le mot « mère » que vous avez représenté sur cette diapo, eh bien, on ne peut pas avoir de commutation entre le « est » et le « et ». Mère, ça n'existe pas, ou alors ça veut dire la mère aussi. Donc, plus d'opposition possible en syllabes fermées. Ce n'est pas le seul exemple, vous pouvez prendre plein d'autres exemples. Par exemple, je ne sais pas, la tête, vous n'avez pas tête, ça n'existe pas. Le chef, vous n'avez pas chef. Bon, donc la commutation entre est et elle est possible en syllabes ouvertes, mais pas en syllabes fermées. Donc en syllabes fermées, il y a une neutralisation de l'opposition entre ces deux phonèmes. Et cette neutralisation, du coup, elle est représentée par un archiphonème, puisqu'on ne sait pas quel est le phonème qui est à cet endroit dans mère, si c'est un « et » ou si c'est un « est ». On sait que c'est un son « est », mais on ne sait pas si c'est un phonème « est » ou un phonème « et ». Faites attention parce que le son et le phonème sont deux choses différentes. Le son « est » peut être la réalisation peut-être d'un phonème « et », mais peut-être d'un phonème « est ». On ne sait pas s'il n'y a pas la commutation. Bon. Et où je veux en venir avec cet exemple-là? Eh bien,
et c'est ce que vous avez sur la diapo, on ne peut pas avoir de commutation entre le phonème est et le phonème et, mais on ne peut pas non plus avoir de commutation entre l'archiphonème grand E qui contient le phonème et le phonème est, et de l'autre, le phonème et. Ce n'est pas possible. Ou le phonème est, peu importe. On ne peut pas avoir de commutation entre un archiphonème et l'un des phonèmes qu'il contient, puisqu'il n'y a pas d'opposition entre ces deux unités. D'accord ? Par contre, bien sûr, on peut avoir une opposition entre l'archiphonème grand E et le phonème A. Parce que mar n'a pas le même sens que mère. Bien sûr. Mais il existe donc quand même des unités qui n'ont pas d'opposition, qui sont également pertinentes, que l'on considère comme pertinentes, mais qui n'entrent pas en opposition. Ce qui veut dire que le phonème E et l'archiphonème grand E sont tous les deux pertinents, mais pas simultanément. C'est-à-dire que lorsque l'on prend un mot, tel que le mot mère, seul l'archiphonème grand E est pertinent. Le phonème E cesse d'être pertinent. Et la question se pose du coup de qu'est-ce qu'on garde ? Si les deux unités ne sont pas simultanément pertinentes, est-ce que on est obligé d'avoir les deux ? Eh bien, on va voir que non. Il y a une des unités qui, elle, est nécessaire. C'est pas le phonème, c'est l'archiphonème. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a une neutralisation irrésoluble, et c'est le cas dans mère, quel que soit le suffixe que vous allez mettre, vous ne saurez pas si c'est un « et » ou si c'est un « et ». Parce que si vous mettez par exemple, je ne sais pas, un « et » à la fin, le suffixe « et » après mère, ça vous donne marée. Là, il y a un autre changement. Le « et » devient « a », donc c'est plus tout à fait la même chose. On a carrément changé de phonème. Là, c'est un changement phonologique et plus seulement un changement phonétique. Donc, on n'a aucun moyen de résoudre ici la neutralisation. Et si on n'a aucun moyen de résoudre cette neutralisation, on est obligé de faire appel à un archiphonème. Parce que le principe de généralisation ne peut pas s'appliquer. On ne peut pas l'appliquer. Donc, on ne peut pas savoir quel est le phonème exact derrière l'archiphonème. Autrement dit, lorsqu'on a la situation que l'on a dans la diapo précédente où un archiphonème et un phonème ne sont pas simultanément pertinents, eh bien, c'est l'archiphonème qui prime. C'est l'archiphonème qui prime parce que lui seul est nécessaire. Et du coup, eh bien, est-ce qu'on est obligé de conserver des phonèmes ? Est-ce que les phonèmes sont nécessaires ou est-ce qu'on ne peut pas se contenter d'avoir que des archiphonèmes ? Eh bien, c'est ce que l'on va voir. Alors, il y a une chose sur laquelle il faut qu'on revienne, c'est que le phonème, c'est quoi ? C'est une entité qui est, donc un objet, une unité, qui est plus spécifique que l'archiphonème, c'est-à-dire qu'elle contient plus de traits pertinents que l'archiphonème. Souvenez-vous, on a vu ça la semaine dernière, l'intention de l'archiphonème est moins riche que l'intention du phonème, puisqu'on perd certains traits pertinents. Par exemple, lorsqu'on a une neutralisation entre le « et » et le « est », eh bien, la différence entre semi-fermé et semi-ouvert, ou la différence d'altérité entre les deux, cesse d'être pertinente. Autrement dit, la matrice de l'archiphonème grand E est moins riche que la matrice du phonème « et » et que la matrice du phonème « est ». Donc, le phonème est quelque chose qui est juste plus riche que l'archiphonème. Alors, si on peut se passer du phonème, éventuellement, ça veut dire qu'il faut pouvoir le remplacer par autre chose. Par quoi on peut remplacer le phonème ? Comment on peut atteindre la richesse, en termes de traits, du phonème sans faire appel au phonème, uniquement avec des archiphonèmes ? Eh bien, l'hypothèse que l'on peut émettre, c'est que un phonème, c'est une combinaison d'archiphonèmes. C'est-à-dire, c'est une combinaison de sous-matrices de traits qui, mises ensemble, forment une matrice de traits plus complexe, plus riche. Vous voyez l'idée ? Donc, un phonème, ce serait un ensemble des intentions de plusieurs archiphonèmes. C'est exactement la théorie des éléments que j'ai introduit il y a déjà quelques séances, lorsque j'avais dit qu'on avait, par exemple, un élément A et un élément I qui formaient le phonème « et », ou un élément A et un élément OU qui, combinés, forment le phonème « o ». Simplement, ici, je vous donne un autre argument. L'argument de la théorie des éléments est un argument typologique. Ici, on a un argument qui est du domaine du phonologique. Donc, je répète cet argument, je résume cet argument. On a deux unités
deux types d'unités en phonologie, le phonème et l'archiphonème. Sauf que ces deux unités peuvent ne pas être en opposition, bien qu'elles soient inégales. Et si elles ne sont pas en opposition, bien que l'on soit obligé de considérer qu'elles sont inégales, c'est qu'elles ne sont pas simultanément pertinentes, puisque ce qui est au fondement de la linguistique, et de la phonologie en particulier, c'est la relation d'opposition. Donc si ces deux unités ne sont pas également pertinentes, ou simultanément pertinentes, eh bien on est obligé de retenir que l'une d'entre elles. Alors le phonème, peut-être qu'on pourrait le garder, l'archiphonème, peut-être qu'on pourrait le garder, mais il faut voir lequel est nécessaire. Dans le cas où on a une neutralisation irrésoluble, on est obligé de faire appel à l'archiphonème. Donc l'archiphonème est nécessaire. Et le phonème, si on peut s'en passer, c'est qu'on doit dans ce cas-là pouvoir construire des unités à l'intention complexe, c'est-à-dire avec un ensemble de traits complexes, à partir d'archiphonèmes. Et comment on peut arriver à faire cela? Eh bien, en combinant plusieurs archiphonèmes qui, ensemble, vont former des ensembles de traits plus riches encore. Voilà comment on arrive à cette hypothèse, à la combinaison d'archiphonèmes. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire que l'on combine des archiphonèmes pour construire des phonèmes? Eh bien, ça veut simplement dire que, en faisant cette hypothèse-là, on admet que l'archiphonème est un trait, c'est-à-dire quelque chose qui compose la substance du phonème. C'est un trait. Un trait qui n'a pas de définition matérielle, parce que l'archiphonème, c'est pas occlusif, c'est pas fricatif, c'est un ensemble de traits, mais qu'on n'est pas obligé de définir non plus. Jusque-là, on ne l'avait pas fait. Donc c'est quelque chose de totalement abstrait, un objet totalement abstrait, qui peut former la substance avec d'autres archiphonèmes d'un phonème. Donc c'est un élément de substance, l'archiphonème, puisqu'il peut remplir un phonème, puisqu'il peut rentrer dans la combinaison d'un phonème. C'est un élément de substance, mais qui n'est pas défini par la matière, plutôt par la forme, c'est-à-dire par des oppositions. Autrement dit, on est en train d'essayer de définir les phonèmes, les objets phonologiques les plus petits, qui ont le plus petit nombre de traits pertinents en quelque sorte, même si c'est un peu redondant ici ou circulaire de parler de traits pertinents, c'est-à-dire qui ont le plus petit nombre de relations d'opposition, on va plutôt le dire comme ça. Et en combinant ces plus petites unités, on arrive à des phonèmes qui sont plus complexes. Autrement dit, c'est comme en physique. Au départ, on considère que la molécule est l'objet le plus petit, puis après on se rend compte que dedans, il y a des atomes. Et puis après, dans les atomes, on se rend compte que il y a des électrons, des protons et des neutrons. Puis dans les électrons, les protons et les neutrons, on se rend compte qu'il y a des quarks, etc., etc. Là, c'est un peu la même chose. Jusque-là, on avait le phonème, et puis là, on se rend compte que dans le phonème, il y a des unités plus petites, les archiphonèmes. Voilà. Alors, je continue. Alors, une petite parenthèse à ce point, faites attention parce qu'on a pu dire parfois que l'archiphonème était une unité plus grande. Et bien là, c'est une différence de point de vue. Soit vous parlez en termes d'extension du phonème, soit vous parlez en termes d'intention du phonème. Sur le plan de l'extension, l'archiphonème est plus grand, puisqu'il regroupe plusieurs phonèmes, c'est-à-dire qu'il désigne plusieurs phonèmes dont l'opposition a cessé d'exister. En revanche, sur le plan de l'intention, l'archiphonème, c'est ce qui est commun à plusieurs phonèmes. Donc, en ce sens, il est plus petit. C'est quelque chose de plus petit. Exactement comme, on va reprendre, j'aime bien la métaphore des animaux. Lorsque vous avez le mot félin, l'extension du mot félin est plus grande que l'extension du mot chat, puisque le mot félin regroupe tous les chats, mais aussi tous les tigres, tous les lions, etc. Par contre, l'intention du mot félin est plus petite que l'intention du mot chat. C'est-à-dire que la définition du mot félin est plus petite que la définition du mot chat, puisque pour définir un chat, il faut une définition plus précise que pour définir l'ensemble des félins. Ok ? Donc c'est vraiment une question de point de vue. Soit on part du point de vue de l'extension, dans ce cas l'archiphonème est quelque chose de plus grand, soit du point de vue de l'intention, et dans ce cas-là l'archiphonème est quelque chose de plus petit. C'est quelque chose qui regroupe moins, qui a une place plus petite dans un réseau d'opposition, ou qui a une place dans un réseau d'opposition plus petit que le phonème lui-même. Voilà, donc notre hypothèse, c'est que l'archiphonème peut être un trait non matériel qui, combiné avec d'autres archiphonèmes, forme le phonème.
Alors, est-ce que ça marche vraiment? Eh bien, on va vérifier ça avec un petit cas spécifique qui est le système vocalique russe. En russe, on a 5 voyelles. On considère qu'il y a 5 voyelles qui s'opposent en position syllabique accentuée, donc sous accent. On parle généralement de voyelles sous accent ou accentuées, peu importe. Et je rappelle qu'en russe, l'accent peut tomber sur un peu n'importe quelle syllabe. Et ce que l'on va voir, et c'est ça qui est intéressant, c'est que en dehors de cette syllabe accentuée, eh ben, on a ce qu'on appelle une réduction vocalique. C'est-à-dire que les voyelles changent de qualité. Au lieu d'être I, E, A, O, OU, eh bien, elles tendent à aller vers une voyelle plus centrale. Par exemple, le schwa, le E. Alors, il n'y a pas que cette voyelle. On va voir que c'est très complexe. Il y a des tas de voyelles qui sont le résultat de la réduction vocalique en fonction des contextes, en fonction des dialectes, etc. etc. Mais voilà, l'idée principale, c'est qu'on a cette réduction vocalique, il y a ce changement de qualité, et ce changement de qualité, pour l'instant qui n'est qu'un phénomène phonétique, il s'accompagne d'un phénomène phonologique, c'est que certaines voyelles sous accent, certaines voyelles phonologiques, vont finir par avoir la même qualité. Autrement dit, leur opposition est neutralisée, puisque ces voyelles ayant la même qualité, on ne peut plus les commuter, et donc on a une neutralisation. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc c'est de voir quelles sont les neutralisations que l'on observe hors accent, de toutes ces voyelles-là, de ces 5 voyelles du russe. Et à partir de ces neutralisations, on verra quels sont les archiphonèmes du russe et qu'est-ce que ces archiphonèmes nous indiquent sur la composition des phonèmes sous accent du russe. Alors, la réduction vocalique, c'est un phénomène donc, de variation de la qualité des voyelles qui se fait en fonction de plein de facteurs. Là, je vous en ai mis 4, on pourrait même en rajouter plusieurs, mais voilà, ce sont les principaux facteurs. Alors, il y a le facteur prosodique, donc la position de la voyelle par rapport à l'accent, sous accent ou hors accent. Mais il y a également les facteurs segmentaux, c'est-à-dire l'entourage segmental de la voyelle, qui joue aussi sur sa réduction. Facteurs morphologiques, si la voyelle fait partie de la racine ou d'un suffixe. Et enfin, des facteurs dialectaux, qui sont donc cette fois-ci extralinguistiques. En fonction du dialecte, la variation de la voyelle hors accent n'est pas la même. Alors voyons voir maintenant toutes ces données en détail. Vous allez voir que là, on a beaucoup de données. C'est un peu normal si vous nagez dedans. On va essayer de les voir petit à petit. L'important, c'est de comprendre surtout où est la neutralisation à chaque fois, à chaque diapo. Avoir une vision d'ensemble, c'est peut-être un petit peu complexe parce qu'il y a vraiment beaucoup de données. Sur un cours, ce n'est pas forcément le point le plus pertinent. Mais essayez de suivre tout de même tout cela, d'accord? Là, vous êtes vraiment face à un travail que font les phonologues lorsqu'ils regardent des données. Donc c'est un travail un peu complexe avec beaucoup d'informations. Ici, vous avez donc des mots du russe avec une première colonne où on a des voyelles qui sont sous accent. Et dans la colonne de gauche, vous avez les mêmes racines lexicales, alors soit déclinées d'une autre manière, soit avec un autre genre, masculin ou féminin, ou neutre même, soit au pluriel, ou alors par exemple pour former par dérivation un mot qui a une fonction syntaxique différente, mais qui est basé sur la même racine lexicale. Bon. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe entre crochets. C'est-à-dire, dans la racine, la réalisation d'une voyelle lorsqu'elle est sous accent, dans la colonne de gauche, et lorsqu'elle est hors accent, dans la colonne de droite. Regardons pour le moment les deux premières lignes, en petit a. Vous avez deux mots dans la première colonne où on a un a dans le premier mot, glass, qui veut dire l'œil, et un o dans noye, qui veut dire les jambes. Et regardez ce qui se passe maintenant à droite, toujours sur ces deux premières lignes. On a le génitif singulier glaza, qui veut dire... D'ailleurs, j'aurais plutôt dit pluriel, nominatif pluriel. Bon, peu importe. Glaza, ça n'a aucune importance. C'est simplement décliné. Glaza, et là, vous voyez que la voyelle A a un petit peu changé. Elle s'est centralisée, c'est-à-dire qu'elle s'est rapprochée du schwa. C'est pas tout à fait un schwa, vous ne connaissez pas, il ne me semble pas qu'on l'ait vu, cette voyelle-là. Vous pouvez vérifier sur Internet ou dans vos cours de l'année dernière, et je l'avais peut-être indiqué. C'est une voyelle qui est entre le A et le schwa, en quelque sorte.
Et ce qui nous intéresse, bon, alors ça c'est un phénomène phonétique de variation, c'est pas forcément très important. On pourrait dire tout simplement ici que ben, ce symbole qu'on trouve dans la deuxième colonne, eh bien c'est une variante contextuelle du phonème A. Bon, très bien. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans la deuxième ligne. Noye, lorsqu'on parle maintenant au singulier pour dire la jambe et plus les jambes, on dit naga. Naga. Autrement dit, on ne prononce plus O, on prononce A. Exactement la même voyelle que l'on avait dans la ligne juste au-dessus. Donc cette espèce de voyelle qui est un peu plus proche du schwa, qui est une sorte de A proche du schwa. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire également que ce A, c'est aussi une variante contextuelle du O. Sous accent, le O n'est plus prononcé O, il est prononcé A. Hors accent, pardon. Pas sous accent, hors accent. Il est prononcé A. Et là, on arrive à un truc important. C'est que le A, le phonème A et le phonème O ont la même réalisation lorsqu'ils ne sont plus sous accent. Donc, est-ce qu'on peut avoir une commutation entre les deux s'ils ont la même réalisation? Non. Non. Donc, c'est une neutralisation. On a une neutralisation de la voyelle A et de la voyelle O lorsque l'on n'est plus dans une syllabe accentuée. Et vous allez voir qu'en B et C, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, phonétiquement, on n'a pas tout à fait la même réalisation. Par exemple, en B, on a dans la première colonne le mot pour dire vieux, stari, et le mot pour dire ville, gorod. Donc A et O, entre crochets. Et dans la colonne de droite, vous avez deux mots. Alors, le premier mot, c'est pour dire un vieil homme, au génitif, et le deuxième mot, c'est pour dire les villes, au pluriel. Et là, vous avez starika et gorada. Ce qui est important ici, c'est qu'on a encore une neutralisation, puisque le A et le O se retrouvent avec exactement la même réalisation lorsqu'ils ne sont pas en position accentuée. Par contre, cette réalisation, cette fois-ci, c'est un schwa. Ce n'est pas un A qui se rapproche du schwa, c'est un schwa. Ça, c'est quelque chose qui est pertinent sur le plan phonétique, puisque ce n'est pas la même réalisation que dans les deux lignes juste au-dessus. Par contre, sur le plan phonologique, ça n'a aucune importance. Sur le plan phonologique, la seule chose à retenir, c'est que le A et le O ne s'opposent plus lorsqu'ils ne sont pas en position accentuée. Ils se réalisent sous la forme d'un schwa ici et non pas d'un A, mais ça n'a strictement aucune importance. L'important, c'est qu'il n'y a plus cette opposition. D'accord? C'est vraiment ça qui est important. Et en C, même chose. Vous avez schla et schlo, qui veulent dire allait au féminin et allait au neutre. Et lorsque vous avez le même suffixe, qui est un suffixe du féminin ou du neutre, dans un verbe où l'accent tombe sur la racine et plus sur la terminaison, comme ou parle, eh bien ou parle, avec un schwa à la fin, peut signifier soit féminin, soit neutre, parce qu'il n'y a plus l'opposition entre le A et le O. Et donc, voilà, il y a un truc commun dans tous ces cas ici que l'on vient de voir, dans toutes ces diapos, c'est qu'on a une neutralisation du A et du O lorsque l'on n'est pas en position accentuée. Et c'est vrai que parfois, le résultat de cette neutralisation n'a pas toujours la même valeur. Alors, il y a une contextualisation quand même de ces différentes variations. Par exemple, dans les deux premières lignes, le A qui se rapproche d'un schwa, eh bien, il se rencontre uniquement dans la syllabe qui précède l'accent. Donc, syllabe qui précède l'accent. Glaza, naga. Et le schwa se rencontre dans toutes les autres syllabes accentuées, c'est-à-dire soit les syllabes qui ne sont pas juste avant la syllabe accentuée, c'est le cas de starika et de gorda, soit les syllabes qui suivent l'accent, c'est le cas de upal. Bon, donc on a bien une distribution complémentaire même entre le schwa et le A qui se rapproche du schwa, que l'on a dans les deux premières lignes, mais cette distribution complémentaire, elle est assez peu pertinente même pour nous. Pour la neutralisation, elle n'a aucune importance. Dans tous les cas, on a une neutralisation entre le A et le O. J'espère que ce point est clair. J'ai l'impression de me répéter un peu beaucoup sur cette diapo, mais je vois que vous avez des difficultés avec la neutralisation, alors je pense que ce n'est pas totalement inutile. Bon. Donc, on a une neutralisation hors accent. Et alors attention, dans cette diapo, on a vu la neutralisation uniquement après ce que l'on appelle, dans la terminologie du russe, une consonne dure, c'est-à-dire une consonne non palatalisée. Donc,
Ici, c'était le le ne, le te, le ge. Ce sont des consonnes qui ne sont pas palatalisées. Après, les autres consonnes, donc les consonnes palatalisées, par exemple, eh bien, on trouve d'autres phénomènes. Ce qu'on va voir dans 2 diapos. Donc, si je résume ce que l'on vient de voir à l'instant, eh bien, on a des 5 voyelles que l'on avait sous accent, eh bien, il n'en reste plus que 3 en réalité. Il y a le OU qui, lui, ne change pas. Hein, que ce soit hors accent ou sous accent, il ne change pas. Le I qui, pareil, ne change pas, qu'il soit hors accent ou sous accent. Par contre, parfois il peut être réalisé E, parfois I, en fonction de ce qui précède. Par exemple, après une consonne vélaire, il est réalisé I et en début de mot, il est réalisé E, mais ça reste le même phonème puisqu'on a une distribution contextuelle, une distribution complémentaire entre les deux. Et on a le A et le E qui également, on vient de le voir, sont en distribution complémentaire, donc sont bien les réalisations d'un même objet phonologique. Donc il ne nous reste plus que 3 voyelles qui s'opposent en position non accentuée après une consonne dure. Alors j'ai assuré la case où on trouvait normalement le « c'est parce que lexicalement, après une consonne dure, on ne peut jamais trouver de « Donc on ne peut pas trouver de neutralisation avec le « ou plutôt il y a une neutralisation de fait avec les 3 autres voyelles qui restent. Puisque le N n'apparaît jamais après une consonne dure, que ce soit sous accent ou hors accent. Et maintenant, après les consonnes molles, c'est-à-dire après les consonnes qui sont palatalisées. La palatalisation, donc là vous avez une transcription qui n'est pas tout à fait une transcription phonétique avec l'API du russe. La palatalisation des consonnes donc est notée avec un petit apostrophe. D'accord, c'est le petit apostrophe que vous avez après la consonne, à la place du petit dieu. Bon, donc on va regarder maintenant non plus le A et le O, mais le A, le O et le E également, puisque le E, par contre, se trouve après les consonnes molles. Il ne se trouve pas après les consonnes dures, mais il se trouve après les consonnes molles. Commençons par ce que l'on a en A. Vous avez 3 mots, piak, nios et lies. Donc, vous avez bien les 3 voyelles, A, O, E. Et en position non accentuée, les mêmes racines lexicales, donc on s'attend à avoir les mêmes voyelles, nous donnent pitok, nisu, lisok. Vous voyez que là, le A hors accent est réalisé I, le O est réalisé également I, et le E est réalisé également I. Cette réalisation de ces 3 voyelles sous la forme d'un I en position non accentuée après une consonne molle, eh bien c'est encore une fois une neutralisation. Puisque ces 3 phonèmes vocaliques ayant exactement la même variante dans ce contexte, on ne peut plus avoir de commutation dans ce contexte. Donc il y a une neutralisation de l'opposition. Ça, c'est pour la syllabe qui précède l'accent. Pour les syllabes qui sont non accentuées mais qui ne précèdent pas directement l'accent, en B et en C, vous avez exactement la même chose. Le A, le O et le E sont tous les 3 réalisés sous la forme d'un I hors accent après une consonne molle. Voilà, donc par exemple, час черный пенный, vous avez часовой, черновик, пенната. Donc, pour résumer, on a ici plus que 2 voyelles. Alors, on n'a pas parlé du OU, c'est parce que le OU, lui, ne change pas. Alors, phonétiquement, il change un petit peu. Au lieu d'être OU, il devient E, en quelque sorte. Il se centralise, lui aussi. Mais sa réalisation ne se confond pas avec la réalisation d'un autre phonème. Par contre, le I, le E, le A et le O ont leur réalisation qui se confondent hors accent après une consonne molle. Donc on a une neutralisation ici de ces 4 phonèmes vocaliques. Donc on se retrouve avec plus que 2 voyelles phonologiques dans ce contexte. Ensuite, après, alors c'est encore un 3e type de contexte segmental, après les consonnes qu'on appelle les consonnes toujours dures. Je ne vais pas rentrer dans le détail, la terminologie du russe, c'est pas quelque chose à retenir. Les consonnes toujours dures en russe, c'est le je, le ch et le ts. Voilà, et c'est tout. Peu importe pourquoi on les appelle comme ça n'a aucune importance. Et après ces consonnes-là, les choses sont un tout petit peu différentes. Pour le A, on observe ce qu'il y a en A et en B. En A, vous avez donc dans la première colonne le A sous accent, jarki, et puis juste en dessous la shatka. Et hors accent, vous avez jra, où là le A devient un A un petit peu centralisé, et la shatka devient par exemple losheti, où là vous avez un shfa.
Bon, donc vous voyez que le A se réalise autrement hors accent, devant une syllabe accentuée. Par contre, en C, vous pouvez voir que le O et le E n'ont pas la même réalisation que le A. Jaune, qui veut dire, qui est le génitif pluriel du mot pour épouse, et tsen, qui est le génitif pluriel du mot pour le prix, ont un O et un E qui se reconnaissent bien. Par contre, dans position accentuée, dans jna, qui est le singulier, l'épouse, et tsuna, qui est le prix, là, on voit que la réalisation n'est pas la même que pour le A. Donc, il n'y a pas de neutralisation avec A. Par contre, le O et le E ont bien la même réalisation dans ce contexte. Donc, pas de commutation possible dans ce contexte. Neutralisation. Donc, le O et le E ont une relation d'opposition qui est neutralisée en syllabe accentuée après une consonne toujours dure devant une syllabe accentuée. Pardon, hors syllabe accentuée devant une syllabe accentuée. Et en D, même chose, toujours neutralisation entre le O et le E, sauf que cette fois-ci, cette neutralisation prend la forme non plus d'un E, mais d'un schwa, et pas devant les syllabes accentuées, mais dans les autres syllabes non accentuées, qui ne sont pas directement devant une syllabe accentuée. Donc en résumé, on a d'ailleurs j'aurais peut-être dû revenir un petit peu dessus, je reviendrai dessus après. En position prétonique, c'est-à-dire dans la syllabe qui précède la syllabe accentuée, on a trois voyelles. Le OU qui toujours ne change pas, le E qui est la neutralisation du I, du E et du O. Je n'ai pas parlé du I, mais il a la même réalisation à cet endroit-là. Et le A qui est la réalisation du phonème A. Et en position non prétonique, alors vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai oublié de le mentionner, en position non prétonique, donc ce que vous avez en B et en D, le A, le O et le E ont la même réalisation sous la forme d'un schwa. D'accord, B, D, A, O, E. Ici, on a un schwa après l'accent. Ici, on a un schwa deux syllabes avant l'accent. On a vu que c'était les mêmes contextes, ça réagissait comme les mêmes contextes dans les diapos précédentes. Et on a un schwa dans les trois cas, donc pas de commutation possible. Si pas de commutation possible, neutralisation. Donc on a une neutralisation entre le E, le O et le A en position non prétonique, ce qui fait que l'on obtient trois voyelles. Donc ce qui est intéressant, c'est que jusque-là, à part après une consonne molle, on a toujours plus ou moins trois voyelles, même si ce ne sont pas phonétiquement les mêmes, on a quand même trois phonèmes vocaliques en position non accentuée. Je continue. Jusque-là, on a vu des facteurs phonologiques, c'est-à-dire phonétique, phonologique si vous préférez, c'est-à-dire le contexte segmental et le contexte prosodique. On va voir maintenant des facteurs morphologiques, un facteur morphologique, qui est que ces voyelles, elles n'ont pas la même réduction vocalique lorsqu'elles sont en position de suffixe ou lorsqu'elles sont à l'intérieur d'une racine. On a vu tout à l'heure qu'après une consonne molle, le A, le O et le E se réduisaient sous la forme d'un I. Eh bien, c'est le cas lorsque ces voyelles sont à l'intérieur de la racine. Lorsqu'elles sont dans le suffixe, c'est pas pareil. Donc là, vous voyez dans la première colonne les voyelles accentuées A et O en A, en petit a, pour Zimlia et Bilio. Et donc ce sont des terminaisons nominales qui désignent à la fois le féminin féminin pour la première ligne et neutre pour la deuxième, donc A et O. Et en position non accentuée, ces mêmes suffixes ne donnent plus A et O, ne donnent pas non plus I, ce qui devrait pourtant être attendu après une consonne molle, mais donnent un schwa, dyń et poj. Non pas dyń et poj. Donc là, on a une réduction qui se fait sous la forme d'un schwa. Même chose en B, après une consonne toujours dure, vous avez dusza, kolco. On s'attend à avoir un U en position non accentuée, on revoyait les diapos qui précèdent, mais à la place de ça, on a sush et loj. On a un schwa. Pour le même suffixe, suffixe du féminin et du neutre respectivement. Donc vous voyez que là, c'est pas la même chose. Il n'y a que le E qui a bien une réalisation sous la forme d'un I ou sous la forme d'un E. Vous avez donc par exemple billet au locatif singulier et poilier pour le locatif singulier du mot champ. Et calce pour le locatif singulier de l'anneau et loge pour le locatif singulier de
la couche. Voilà, donc pour résumer ce que l'on vient de voir sur cette diapo, on a encore une fois, et c'est surtout ça qui est important, 3 voyelles phonologiques. Les neutralisations ne sont pas exactement les mêmes, les réalisations phonétiques ne sont pas non plus les mêmes. Ça, c'est un détail qui n'est pas extrêmement important, qui n'est pas à retenir. Mais ce qui est à retenir pour la suite du raisonnement, c'est qu'on a encore une fois 3 objets phonologiques de type voyelle. Et maintenant, on continue avec les facteurs dialectaux pour terminer. Donc, on rajoute de la complexité à la complexité. Il se trouve qu'il y a 3 types de variations dialectales pour toutes ces neutralisations que l'on vient de voir, selon que l'on est après une consonne dure ou après une consonne molle. Après une consonne dure, on a ce qu'on appelle l'acagné, l'ocagné et l'oucagné, qui représentent différentes neutralisations des voyelles. L'acagné, c'est la neutralisation que l'on a entre le A et le O. C'est ce que l'on a vu précédemment. On a des dialectes qui fonctionnent avec de l'ocagné, qui est une absence de neutralisation entre le A et le O. Ça, on va mettre ça de côté. Et enfin, on a des dialectes avec oucagné, qui sont parlés vraiment au nord de la Russie, et dans lesquels on a une neutralisation entre le O et le OU, cette fois-ci. Un peu comme en bulgare, ce qu'on avait vu précédemment. Il y a, je crois que c'était pas la séance dernière, c'était encore avant. Je ne sais plus exactement. Et après les consonnes molles, on a les dialectes avec yakagné, qui ont une neutralisation du A, du O et du E. On n'a pas encore vu ça. Les dialectes avec okagné, ou on appelle cela aussi yokagné, où on n'a pas de neutralisation entre le A, le E et le O. Et enfin les dialectes avec ikagné, ce sont les dialectes que l'on a vus, où on a une neutralisation entre le A, le O, le E et le I. Ça, c'est ce que l'on a vu. Donc ce que l'on va voir maintenant, ce sont les dialectes avec oukagné et les dialectes avec yakagné. Alors là, vous avez une carte avec la distribution de ces différences dialectales. C'est pas le plus important, vous voyez quoi. C'est juste pour vous montrer que c'est dialectal. Donc c'est en fonction des régions de la Russie traditionnelle. Donc quand on parle des dialectes du russe, d'ailleurs, on parle souvent des dialectes de la Russie d'avant l'expansion vers l'Est. Donc avant les colonies, en quelque sorte. C'est-à-dire avant l'Oural, et même avant l'Oural, c'est avant Kazan. La ville de Kazan, où il y a eu une victoire vers le XVIe siècle, où la Russie a commencé à s'étendre de plus en plus vers l'Est, vers l'Oural, puis après vers la Sibérie, au cours du XIXe siècle, mais ça ne nous intéresse pas. Voilà, donc un exemple de dialecte avec oukagné. Vous avez ici des mots qui contiennent un O en syllabe accentuée, dom, holot, golup, ostraf. Et vous voyez qu'en syllabe non accentuée, au lieu d'avoir un O ou au lieu d'avoir un A, ce que l'on avait dans les dialectes avec akagné, on a un OU. Dumoy, hulonny, kulobiy, ostrava. Alors qu'en russe standard, on a damoy, halonny, galubiy et astrava. C'est pour cela qu'on appelle ça de l'oukagné. C'est-à-dire que les gens parlent avec du OU. D'accord ? C'est comme si on appelait ça de louvoiement, en quelque sorte. Donc c'est une façon de décrire la façon dont parlent les gens qui ont ce dialecte-là. Mais l'aspect phonétique nous intéresse assez peu. Ce qui nous intéresse, c'est de constater qu'on a une neutralisation entre O et un OU que l'on peut représenter de cette façon-là, avec une case commune pour le O et le OU. Le A séparé, du coup, puisqu'on n'a pas de neutralisation entre le phonème A et le phonème O, et puis le U dans une case encore séparée, puisqu'on n'a pas de neutralisation entre le phonème I et les autres phonèmes. Le E, encore une fois, est mis de côté parce qu'il n'apparaît jamais après une consonne dure, sauf quelques rares emprunts tels que mer pour le maire d'une ville. Ça, on met ça de côté. Ce sont vraiment des cas exceptionnels. Et ce qui est intéressant surtout pour nous, c'est de voir que, encore une fois, on a 3 voyelles phonologiques dans ces dialectes en position d'un accentué. Et pour les dialectes avec yakagné, c'est la même chose. Au lieu d'avoir un i en position non accentuée, là où on aurait normalement un a, un o ou un e, vous vous souvenez que dans le dialecte qu'on avait vu tout à l'heure avec ikagné, pour piat, nios, lies, en position non accentuée, on avait pitok, nisu et lisok. Et dans les dialectes avec yakagné, qui sont plutôt dans le sud et le sud-ouest, on a piatok, niasu, liasok. Donc les gens parlent avec des A, en quelque sorte. Ça nous intéresse assez peu de savoir que c'est un A plutôt qu'un I. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de voir qu'on a une neutralisation, encore une fois, entre ces 3 phonèmes vocaliques.
ce qui peut être représenté de la façon suivante, avec encore une fois, trois voyelles phonologiques qui se dégagent, qui restent en opposition en syllabes non accentuées, le I, le A et le OU. Voilà, donc là on a fini avec toutes ces données, c'est un peu indigeste, il y a beaucoup de données, il y a plein de choses que je n'ai pas mentionnées qui pourraient même poser un peu problème, mais on ne va pas rentrer dans les détails, c'est déjà suffisamment complexe comme ça. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de voir que quel que soit le dialecte, quel que soit le contexte morphologique ou segmental ou prosodique, on se retrouve avec un système qui est réduit à 3 voyelles maximum. Alors, après une consonne molle dans les dialectes avec i cagné, on a même 2 voyelles. Mais dans l'ensemble, si on regarde l'ensemble de ces contextes, on a à chaque fois 3 voyelles maximum. On ne peut plus avoir les 5, on n'en a pas 4, on en a 3. Et ces 3 voyelles, ce sont les voyelles cardinales du triangle vocalique, c'est-à-dire le i, le ou et le a, qui peuvent être réalisées de différentes manières, mais voilà, on se retrouve avec ces 3 voyelles-là. Et il est intéressant de voir maintenant quelles sont les voyelles sous accent qui se retrouvent, représentées hors accent avec l'archiphonème I ou avec l'archiphonème A ou avec l'archiphonème grand OU. Et cette alternance entre phonème sous accent et archiphonème hors accent va nous permettre de dire quels sont les archiphonèmes qui rentrent dans la composition des phonèmes que l'on a sous accent. Alors pour cela, il faut revenir à une petite définition de l'archiphonème que j'ai abordée la semaine dernière, que on va préciser ici, qui est une définition possible, qui n'est pas la seule d'ailleurs. Je vous ai mis des références sur lesquelles vous avez d'autres définitions de l'archiphonème, où il y a des discussions qui sont faites sur la pertinence même de l'archiphonème en phonologie. Mais là, la définition que l'on va retenir pour ce raisonnement, c'est la définition d'Akamatsu dans les années 80, qui nous dit que l'archiphonème est une unité distinctive, donc comme un phonème, mais dont le contenu phonologique est identique avec les traits pertinents qui sont communs à tous les phonèmes membres d'une opposition qui a été neutralisée. Et cet archiphonème est distinct de tous les phonèmes qui faisaient partie de l'opposition qui a été neutralisée. Autrement dit, un archiphonème n'est pas égal à chacune de ses parties. Il est égal à l'ensemble de ses parties, mais pas à chacune de ses parties prises isolément. On va voir où est-ce qu'on veut en venir avec cette définition-là. Donc ici, on a un tableau maintenant des alternances entre ce que l'on a sous accent, c'est la première colonne, et ce que l'on a hors accent. Et on peut voir que le phonème A, il alterne hors accent, par exemple, après une consonne dure, avec un archiphonème grand A qui représente la neutralisation entre le phonème A et le phonème O. Donc le phonème O alterne avec ce même archiphonème grand A. Autrement dit, le phonème A et le phonème O se retrouvent avec la même représentation, qui est l'archiphonème grand A. Le phonème I reste distinct du A et du O, donc il est sous la forme d'un autre archiphonème, grand I, et le phonème OU se retrouve distinct aussi du A et du I, et donc il prend la forme d'un autre archiphonème, grand OU. Là, vous pourriez me demander pourquoi j'emploie un archiphonème grand I et un archiphonème grand OU, alors que I et OU n'ont pas d'opposition neutralisée avec les autres. Alors c'est un petit peu complexe, mais dit de façon très simple, assez simple, la définition du I, du phonème I, c'est d'être en opposition avec le OU, avec le O, avec le E et avec le A. D'accord ? C'est ça, sa définition. C'est d'être dans un réseau d'opposition où on trouve le OU, le O, le E et le A. Hors accent, on ne trouve plus le O, le E et le A. Ces trois-là se sont fondus dans un seul et même archiphonème. Ou plutôt, le A et le O se sont fondus dans un seul et même archiphonème. Autrement dit, l'objet qui est réalisé par le son I n'est plus en opposition avec les mêmes objets. Cette fois-ci, il est en opposition avec le OU et avec l'archiphonème grand A. Donc, il n'a pas la même définition formelle. Et s'il n'a pas la même définition formelle, c'est que ce n'est pas exactement la même unité. Et
c'est pour cela qu'ici, on va employer du coup l'archiphonème grand I. C'est une unité qui est plus large, qui a besoin de moins de traits. Puisque le I n'a plus besoin de s'opposer au O et au A, il a besoin de moins de traits pour s'opposer uniquement à l'archiphonème grand A. Donc on ne rentre pas dans le détail phonétique de ces traits, puisque ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais on comprend bien qu'il y a moins de relations d'opposition, donc moins de traits pertinents, donc l'objet est plus pauvre en traits. Donc c'est un archiphonème. Et même chose, même raisonnement pour le phonème OU, qui du coup alterne avec un archiphonème grand OU. Ça, je ne vous demande pas de l'apprendre. C'est un détail qui est important pour la démonstration ici. Mais dans ce que vous faites dans les exercices, je vous demande de garder les archiphonèmes uniquement pour représenter plusieurs phonèmes qui ont été neutralisés. Lorsque le phonème, sa relation d'opposition n'est pas neutralisée avec un autre phonème, je ne vous demande pas d'utiliser un archiphonème pour le représenter, parce que ça deviendrait un petit peu trop compliqué pour les exercices. Ce n'est pas le but. C'est important uniquement pour le raisonnement qui est ici. Après une consonne molle, on a une opposition entre le A, le E et le O et le I qui est neutralisé. Donc les quatre même, prennent du coup la forme d'un archiphonème, mais cet archiphonème, c'est plus l'archiphonème grand A. C'est plus l'archiphonème grand A, puisque l'archiphonème grand A représente uniquement les traits communs au A et au O. Là, c'est un archiphonème plus large, qu'on va noter par exemple grand I. Et le OU prend la forme d'un archiphonème grand OU, comme tout à l'heure. Etc., etc., avec tous les contextes, on va pas les faire. Ce qui est important, c'est de voir que, dans le OU, pour le OU plutôt, on remarque qu'il n'alterne qu'avec l'archiphonème grand OU. Le phonème I n'alterne qu'avec l'archiphonème grand I. Autrement dit, qu'est-ce qui rentre dans la composition d'un phonème OU et qu'est-ce qui rentre dans la composition d'un phonème I? Dans la composition du phonème OU ne rentre que l'archiphonème grand OU. Dans la composition du phonème I ne rentre que l'archiphonème grand I. Et c'est pour cela d'ailleurs que je vous demande de ne pas utiliser ici des archiphonèmes lorsqu'on a ce genre de situation-là. Parce que vous voyez que cet appauvrissement du phonème, il se fait mais avec qu'un seul archiphonème constant. Et on n'a pas de division de la composition des traits du I, du phonème I. Par contre, pour le phonème O, on observe une alternance avec l'archiphonème grand A, l'archiphonème grand I dans deux contextes très spécifiques et l'archiphonème grand OU dans les dialectes qui ont un OU cogné. Pour le E, on observe une alternance avec un archiphonème grand I ou un archiphonème grand A. Et pour les dialectes, pour le phonème A, n'importe quoi, on observe une alternance avec l'archiphonème grand A principalement et après une consonne palatalisée avec l'archiphonème grand I. Les deux contextes qui sont dans les colonnes 2 et 3, on va faire un petit peu abstraction parce que ce sont des contextes un peu particuliers sur lesquels j'aurais pas le temps de revenir et puis je risquerais de mener le cours un petit peu trop loin. Mais il y a des raisons de penser qu'aurait été l'archiphonème grand I que l'on rencontre ici, ici et ici et là, n'est pas dans la composition de la voyelle qui se trouve sous accent, mais rentre dans la composition de la consonne qui propage un de ces traits. Et ce trait, c'est l'archiphonème. Donc il y a des raisons de le penser. En bref, dites-vous qu'il y a du I dans la palatalisation. Ça, c'est quelque chose que l'on a déjà vu en phonétique. Donc retenez simplement ça. Et donc du coup, l'archiphonème qui est ici n'est pas en réalité des traits du phonème A, mais représente les traits de la consonne qui précède. Pareil pour le O. Bon. Et donc si on schématise un petit peu ce que l'on vient de voir dans ce tableau, on remarque que les voyelles qui contiennent un archiphonème grand A, ce sont les voyelles, ou autrement dit, les voyelles qui alternent avec l'archiphonème grand A et qui du coup contiennent cet archiphonème grand A, puisque je rappelle que l'archiphonème contient moins de traits que le phonème, ces voyelles, c'est le A, le E et le O. Les voyelles qui alternent avec l'archiphonème grand I, c'est le I principalement, et le E. Puis le A et le O dans un contexte très particulier, après consonne molle. Je répète que ces contextes, on les met un peu à l'écart parce qu'il y a des raisons de penser que cet archiphonème, cette fois-ci, vient de la consonne qui précède. Et enfin, les voyelles qui alternent avec l'archiphonème grand OU, c'est la voyelle O et la voyelle OU. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que dans le I et dans le E,
on a quelque chose de commun, c'est l'archiphonème grand I, puisque les deux alternent avec l'archiphonème grand I. Dans le O et dans le OU, on a quelque chose de commun, l'archiphonème grand OU, puisque les deux alternent avec l'archiphonème grand OU. Et dans le E, dans le A et dans le O, on a un archiphonème grand A, puisque les trois alternent avec l'archiphonème grand A. Et donc, on peut arriver à définir la composition des voyelles en termes d'archiphonèmes, avec les ensembles que vous voyez ici. Le phonème I contient exclusivement l'archiphonème grand I. Le phonème E contient l'archiphonème grand I et l'archiphonème grand A, puisqu'il peut alterner avec l'un ou l'autre en fonction du contexte. Le phonème A ne contient que l'archiphonème grand A, puisqu'il n'alterne qu'avec l'archiphonème grand A. Le phonème O contient un archiphonème grand A et un archiphonème grand OU, puisqu'il peut alterner avec les deux. Et le phonème OU ne contient que l'archiphonème grand OU. Autrement dit, on arrive à une théorie des traits de ces voyelles avec des archiphonèmes à la place des traits. Donc les archiphonèmes peuvent effectivement fonctionner comme des traits et on se retrouve avec des conclusions qui sont très très similaires aux conclusions de la théorie des éléments que l'on avait vu il y a quelques séances, qui est que le phonème I, eh bien, c'est l'élément I, le phonème E, c'est l'association d'un élément I et d'un élément A, etc., etc. C'est exactement les mêmes conclusions. Autrement dit, l'idée est que le trait, c'est une unité phonologique que dans la théorie des éléments, on appelle un élément, et dans notre cas ici, on appelle un archiphonème. Mais c'est exactement la même réalité qui est derrière, c'est-à-dire c'est un paquet de traits plus petit que les traits que l'on a dans le phonème. Et donc on arrive à cette représentation avec en syllabes non accentuées trois archiphonèmes ou trois éléments, si maintenant on aborde la théorie des éléments, qui sont les archiphonèmes ou éléments I, OU et A, grand I, grand OU et grand A. Et en syllabes accentuées, on a, pour le E et le O, on a l'association de l'archiphonème grand A et de l'archiphonème grand I. Pour le O, on a l'association de l'archiphonème grand A et l'archiphonème grand OU. Et ben, pour le A, le I, le OU, comme on a dit tout à l'heure que un archiphonème était forcément différent des phonèmes qu'il contenait, eh bien, on est obligé de dire ici que le phonème A, c'est pas tout à fait un archiphonème grand A, c'est une multiplication de cet archiphonème grand A. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est la seule manière d'y arriver. Comme ça ne peut pas être l'association d'un A et d'un I, ça ne peut pas être l'association d'un A et d'un OU, et que ça ne peut pas être un A seul, et que ça ne peut pas non plus être l'absence de tout, puisque dans ce cas-là, ce serait 0, eh bien, c'est nécessairement 2A. Pareil pour le I, le phonème I, c'est du coup 2I, et le phonème OU, c'est 2OU. Autrement dit, ce sont des voyelles qui sont un peu plus spécifiées en position accentuée qu'en position non accentuée. Mais elles sont spécifiées par la confirmation de leurs traits, plus que par l'apport de traits séparés. Et on arrive enfin à la représentation que l'on a déjà vue il y a 2 séances et qui nous permet d'expliquer avec la représentation de l'accent pourquoi on a cette réduction vocalique en syllabes non accentuées et pas en syllabes accentuées. L'accent étant une position, c'est-à-dire quelque chose qui est exclusivement permutable mais qui n'est pas commutable et qu'on représente dans le modèle autosegmental par un X, par une position X, eh bien cette position peut accueillir l'un des deux traits, l'un des deux archiphonèmes si vous préférez, que l'on retrouve dans la composition d'une voyelle. Par exemple dans le mot dom, où on a, qui veut dire maison, où on a le phonème O. Ce phonème O contient deux traits, deux archiphonèmes, le grand A et le grand OU, qui ont chacun besoin d'une position pour pouvoir se réaliser. Hors accent, donc c'est la première syllabe dans le mot en B, dama. L'accent est sur la dernière syllabe, donc le A est réalisé pleinement. Par contre, le O que l'on devrait avoir eh bien, n'est plus réalisé pleinement puisqu'il n'a qu'une seule position et ne peut donc réaliser qu'un seul de ces archiphonèmes. Alors, et là, on a un choix. Soit on est dans un dialecte avec A cagné, dans ce cas-là, c'est l'archiphonème grand A qui est réalisé. Pourquoi ? Simplement par hasard, et on a dama. Soit on est dans un dialecte avec OU cagné, et dans ce cas-là, c'est l'archiphonème grand OU qui s'associe, et le grand A disparaît. Et dans ce cas-là, on a douma, ce qui est le cas dans les dialectes avec OU cagné. Voilà, donc le cours est un peu touffu, un peu complexe, et c'est vraiment l'aboutissement de tout ce que l'on a vu en phonologie. Donc vous êtes en mesure de comprendre tout ce que l'on vient de voir ici.
Et pour résumer, l'idée c'est que on avait un problème tout le long du semestre avec les traits, puisqu'on a vu que la phonologie c'était super abstrait, etc., etc. Mais on avait à chaque fois des traits que l'on définissait avec de la matière phonique. Et ça nous a un petit peu embêté. C'est un peu comme le boulet que l'on doit tous traîner tout le long de notre semestre. Et bien là, on arrive avec cette notion d'archiphonème que l'on a abordée la semaine dernière à une manière d'éviter ces traits matériels. Et cette manière, c'est l'utilisation d'archiphonèmes en tant que traits. Ce sont des entités distinctives, exactement comme les phonèmes, qui sont définis par des systèmes d'opposition. Et ces unités distinctives qui sont définies par un réseau d'opposition, eh bien, elles peuvent rentrer dans la combinaison d'un phonème avec d'autres archiphonèmes. Autrement dit, si elles rentrent dans la composition d'un phonème avec d'autres archiphonèmes, ce sont bien des éléments de substance, donc des traits. Mais à la différence des traits phonétiques que l'on avait utilisés jusqu'à présent, ce ne sont pas des traits extralinguistiques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas basés sur la matière de la parole, ils sont exclusivement basés sur le système linguistique. Voilà, donc ça, ce cours, je ne vous demande pas de l'apprendre par cœur, hein. C'est vraiment pour clore un peu le semestre avec quelque chose qui permet de créer vraiment un ensemble cohérent sur l'ensemble du cours. Le cours de cette semaine, et vous allez voir sur les exercices, c'est en réalité un prolongement du cours de la semaine dernière, c'est-à-dire la notion de neutralisation et la notion d'archiphonème. Ici, j'ai voulu simplement aller plus loin en montrant que l'archiphonème pouvait permettre de régler une incohérence que l'on avait traînée jusqu'à présent. Je ne vous demande pas de maîtriser totalement ce que je viens de dire ici. Si simplement ça vous permet de peut-être comprendre un petit peu cette notion déjà d'abstraction en phonologie, et de voir qu'il y avait une incohérence à utiliser des traits matériels pour définir des objets qui sont pourtant abstraits, déjà ça c'est bien. Si vous arrivez en plus même à comprendre que l'archiphonème est du coup quelque chose qui rentre dans la composition d'un phonème, c'est encore mieux. Comprendre tout le raisonnement en détail et pouvoir le ressortir, ça je ne vous le demande absolument pas, hein. C'est absolument pas le but. D'ailleurs, ce cours est basé sur un article scientifique que j'ai moi-même écrit, donc euh, je ne vous demande pas d'avoir le niveau que l'on demande à quelqu'un qui lit un article scientifique, c'est pas du tout l'objet. Simplement de comprendre où peut mener cette notion de neutralisation et en quoi elle est vraiment essentielle en phonologie. Donc on va continuer les exercices sur cette neutralisation, plus sur le modèle de la semaine dernière d'ailleurs. Essayer de vraiment revoir, et le but du cours était aussi d'un peu de vous montrer quelques exemples concrets de neutralisation avec la réduction vocalique du russe. Donc essayer de revoir un petit peu cette neutralisation. Certains n'ont pas regardé apparemment les petites vidéos très courtes de 5-7 minutes que j'ai faites sur la neutralisation en particulier et sur l'archiphonème en particulier, que vous pouvez trouver soit sur Célène, soit sur la chaîne Phon Orléans, qui est sur YouTube. J'ai mis un lien sur chaque chapitre du cours sur Célène, et qui vous permettront peut-être de comprendre avec quelques exemples imagés ce qu'est cette neutralisation. Parce que je vois, et je sais, chaque année c'est la même chose, c'est la notion la plus complexe à aborder, la plus complexe à comprendre, parce qu'elle est vraiment, on arrive vraiment au pic de l'abstraction que l'on peut atteindre en phonologie. Donc c'est normal. Mais je vous demande quand même de maîtriser cette notion, hein. Donc il faut que vous arriviez à comprendre ce que cela implique. C'est vraiment pas si compliqué que ça. C'est juste quelque chose, il y a un truc à passer, et après, c'est parfaitement clair. Donc posez vos questions sur le forum. Certains l'ont fait et c'est très très bien. Essayez de poser des questions précises, car je ne peux pas juste vous réexpliquer ce que j'explique déjà dans les cours, sinon je risquerais de dire exactement la même chose. Donc posez des questions précises, essayez de reformuler ce que vous avez compris, ou éventuellement je sais pas, de me faire un petit exercice pour montrer ce que vous avez compris, et je vous dirai ce qui ne va pas, ou ce qui va d'ailleurs. Et c'est comme ça que vous allez arriver à comprendre cette neutralisation, en faisant des erreurs et en revenant sur ces erreurs. Un dernier point, ou deux derniers points avant de clore le cours. Un point sur les exercices et puis un point sur le partiel. Le point sur les exercices, sur l'atelier que l'on a fait la semaine dernière, c'est un système qui est plutôt pas mal, que je vais refaire cette semaine et qu'on refera pour le moment sur les semaines suivantes, parce que ça vous permet déjà de revenir d'une autre manière sur les notions que l'on aborde, sur les corrections, de vous approprier de façon active la correction et pas seulement d'écouter la correction. Il faut vraiment que vous appreniez
à la réutiliser. Et c'est bien pour cela de commenter les devoirs de vos camarades. Et justement, à ce propos, j'ai remarqué quand même, parce que je regarde vos commentaires, je ne vais pas répondre à tous. Je vais peut-être répondre à certains, mais je ne peux pas répondre à tous. Ça demande vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de travail. Mais j'ai regardé vos commentaires, un peu comme ça, de façon aléatoire. Et certains ne prennent pas suffisamment le travail au sérieux. J'ai pu remarquer que certains commentaires étaient positifs sur des exercices qui étaient pourtant plutôt mauvais. Donc, alors, je comprends, oui, vous ne comprenez pas vous-même qui faites les commentaires très bien la notion de neutralisation, mais si vous ne la comprenez pas, il faut questionner l'exercice de vos camarades pour que eux-mêmes se questionnent et pour que vous-même, vous vous questionniez. Si vous ne vous questionnez pas sur la correction et sur le contenu de vos exercices, vous n'allez pas pouvoir progresser. Donc moi, je ne peux pas le faire à votre place, ça. Je ne peux que vous donner une correction, mais si vous ne vous l'appropriez pas de façon active, ça ne suffira pas. D'accord? C'est un travail presque collectif. Moi, j'ai fait une partie de mon travail, mais c'est pas suffisant. Prenons une image. Vous êtes des oisillons et je vous donne la béquée. D'accord? C'est un petit peu ça. Et puis souvent, vous agissez un petit peu de cette manière, de façon peut-être un petit peu trop passive. Quand je vous donne le verre dans le bec, il faut encore l'avaler. Si vous ne l'avalez pas, vous n'allez pas pouvoir vous nourrir et vous allez mourir. Bon, la métaphore est peut-être un petit peu abusée, mais il faut vraiment que vous soyez actif dans votre apprentissage et dans vos exercices. Sinon, la notion de neutralisation, elle ne passera pas toute seule. Donc revenez sur ces exercices, faites sérieusement les commentaires cette semaine. Et ensuite, deux derniers points sur le partiel. Le partiel aura le plus probablement lieu à distance maintenant. Par contre, alors je ne sais pas encore exactement quelle forme il aura, probablement la forme d'un QCM avec des questions aussi, bien sûr, pas que QCM, hein, attention, oulala, il y aura des questions aussi ouvertes. Peut-être. Peut-être que je ferai en deux parties, c'est-à-dire une partie QCM et une partie où il faudra me rendre quelque chose par mail ou par Célène, enfin en déposant un dossier comme vous le faites pour les exercices. C'est bien possible aussi, c'est même peut-être plus possible comme ça. Et sauf pour les RSE qui ont un oral donc. Et, le point que je voulais aborder ici, c'est le point du calendrier. Ce partiel n'aura probablement pas lieu la 13e semaine. C'est-à-dire qu'il n'aura pas lieu la semaine prochaine, bon ça vous le saviez, puisqu'on aura encore des exercices la semaine prochaine, mais plus de CM. Il n'aura probablement pas lieu la semaine d'après, mais la semaine soit d'après, soit encore d'après, ça on verra. Il faut encore que l'on voit dans le département comment s'organiser pour que vous n'ayez pas tous les partiels d'un coup. Mais voilà, simplement dites-vous que ce ne sera pas en semaine 13, ce sera plutôt à partir de la semaine 14, disons. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Sur la forme, encore une fois, je ne sais pas encore. Je vous dirai plus tard. On fera des exercices probablement du type que vous aurez au partiel. Et voilà, donc faites vos exercices sérieusement. Je vous mettrai vos exercices d'ailleurs demain. J'essaierai de le faire un petit peu plus tôt que la semaine dernière. C'était un peu compliqué la semaine dernière, mais là, je devrais y arriver un peu plus tôt. Plutôt au début d'après-midi ou milieu d'après-midi. Et la correction, je vous la donnerai pareil jeudi dans l'après-midi pour que vous fassiez vos commentaires dans la journée de vendredi et dans la journée du lundi de la semaine d'après. Voilà, donc c'est la fin du cours. Travaillez bien et à demain pour les exercices.